Il y a 5000 ans, dans l'actuelle Lettonie, un homme a priori dans la force de l'âge rendit son dernier souffle. Il était dans sa vingtaine, ne portait aucune trace d'une quelconque blessure et ne semblait pas souffrir d'un manque d'eau ou de nourriture. Au même moment, une femme, aussi dans sa prime jeunesse, passa de vie à trépas à cause du même mal. Or, malgré ces similitudes, ils ne se seraient sans doute jamais rencontrés, car cette femme fut retrouvée en Suède, à plusieurs centaines de kilomètres de la Lettonie. Ces deux personnes, ainsi que de nombreux autres, furent terrassées par un mal invisible. Un fléau qui frappa l'humanité encore et encore, jusqu'à aujourd'hui, et fut potentiellement responsable de la destruction des toutes premières civilisations. Or, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce minuscule assassin, Yersinia pestis. Une petite bactérie type Gram-, responsable de la pire maladie qu'ait connue notre espèce, la peste. La même qui causa la peste noire et la peste de Justinien, deux des plus terribles pandémies de l'histoire. Un simple petit microbe qui aurait causé à lui seul des centaines de millions de morts. Ainsi, il semblerait que cette maladie aurait aussi frappé au néolithique, décimant les populations eurasiennes et mettant à mal les premières civilisations. Cela fait déjà quelques décennies que les épidémiologistes pensent que Yersinia pestis ne date pas d'hier, et serait apparu il y a environ 7-6 000 ans à partir de Yersinia pseudo-tuberculosis. Toutefois, on a longtemps cru que cette saleté ne causa pas de vrais dégâts avant l'Antiquité, mais cette idée évolua petit à petit à mesure que les archéologues découvrirent des dizaines et des dizaines de squelettes datant du néolithique avec de l'ADN de Yersinia dans les dents et le crâne. Ceci indique que la maladie était bien présente dans leur sang au moment de leur mort et les aurait sans doute tués. Après tout, si l'on combine les trois types d'infections la peste, la septicémique, la bubonique et la pulmonaire, cette maladie dispose d'un taux de mortalité extrêmement élevé, avec parfois 93% de chances de mourir sans traitement. En d'autres termes, bonne chance. Bon après, personne ne fut particulièrement choqué par cette découverte, car nos ancêtres ont toujours été confrontés à des maladies infectieuses. Et outre la peste, de nombreux humains préhistoriques furent retrouvés avec des signes d'infection mortelle. Cela n'avait sans doute rien à voir avec quelconque pandémie, juste les joies d'un monde sans médicaments. Cependant, le cas de cette peste préhistorique est bien différent, car on retrouva de nombreux pestiférés datant de la même époque et sur une très large aire géographique. Mais ce n'est pas tout, car outre ces corps éparses, ils trouvèrent aussi des familles entières et même des fosses communes remplies de victimes de la peste. Plus impressionnant est le timing auquel ces gens sont morts, tout ceci ayant eu lieu sur une assez courte période et juste avant le mystérieux déclin néolithique. Il s'agit d'un chapitre assez trouble de notre histoire, ayant pris place de -3450 à -3000 avant Jésus-Christ, et qui vit les populations eurasiennes décliner de plus de 50% par rapport au millénaire précédent. Ceci mit un frein au rebond démographique de la fin du néolithique, ayant eu lieu grâce au perfectionnement des techniques agricoles. Personne ne sait vraiment ce qui causa cette hécatombe, mais ce n'est pas impossible que notre vilaine Yersinia y soit pour quelque chose. De plus, l'humanité était désormais assez mûre en quelque sorte pour permettre l'apparition de telles pandémies, car les premières vraies villes devinrent de plus en plus nombreuses. Après bien sûr, on est loin des villes contemporaines, mais certaines, comme Medianetsky en Ukraine, comptaient déjà des milliers de bâtiments abritant potentiellement jusqu'à 50 000 personnes. Dans de telles colonies, des milliers de personnes vivaient côte à côte et l'hygiène ne devait pas être une priorité, on va dire. Ainsi, les pathogènes tels que notre Yersinia, mais aussi le typhus ou le choléra auraient facilement pu proliférer. Sans compter que pour nourrir une telle population, il devait y avoir des réserves de grains amenant à la présence de nombreux rongeurs. Manque de bol, ces petites bêtes et les puces qu'elles transportent sont les réservoirs de la peste. Et le combo rat plus mauvaise hygiène ne pouvait mener qu'à la catastrophe. Et ça n'a pas loupé, car de nombreux sites du genre auraient dépéri durant le déclin néolithique, certains même entièrement brûlés, le genre de choses qu'on fait quand on veut purifier un endroit par exemple. Tous ces signes semblent indiquer qu'un terrible événement eut lieu à cette époque, un fléau qui n'avait rien à voir avec le rhume d'il y a 6 ans.
un groupe de chercheurs examina les individus morts à cet endroit, ainsi qu'en de nombreux autres sites à travers l'Europe, et les résultats furent frappants. Cette épidémie de peste fut encore plus dévastatrice qu'on ne le pensait au départ. Par exemple, sur 100 squelettes prélevés en Scandinavie, plus de 17% auraient été infectés et seraient morts de la peste. Un cas intéressant est celui d'une sépulture familiale retrouvée avec 38 individus par an et 12 portaient la bactérie, soit 32% du groupe. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le taux de la population européenne ayant disparu durant la peste noire. De plus, certains signes montrent que cette famille fut particulièrement malchanceuse car les victimes auraient contracté la peste pulmonaire, la pire des 3 formes de peste. Pour la faire courte, l'infection détruit les poumons à une vitesse rarement observée chez d'autres maladies, pouvant parfois tuer la victime en moins de 2 jours. Or, durant cette épidémie préhistorique, cette forme particulière aurait pu être encore plus commune qu'au Moyen-Âge. Contrairement à la peste bubonique, elle se transmettait directement de personne en personne, plutôt que par les puces, ceci grâce à des petites gouttelettes contaminées. Difficile de dire quelle était la forme la plus commune cependant, mais la bubonique et la septicémique étaient aussi bien présentes. Une autre découverte liée à cette grande famille est que ces 38 individus auraient appartenu non pas à 2 ou 3 générations, mais à 6, s'étendant donc sur plus de 120 ans. Le plus fascinant est que les cas de peste étaient répartis en 3 épisodes bien distincts. Donc sur ces 120 ans, les 2 premiers épisodes furent moyennement impactants, mais le 3e fut particulièrement dévastateur. En comparant avec d'autres sites, les archéologues en conclurent que ce serait ce 3e épisode qui aurait été la principale raison de l'effondrement de nombreuses villes durant le déclin néolithique. Selon ces scientifiques, au plus fort de la crise, l'Eurasie aurait pu redevenir un enfer pour ses habitants. Une autre preuve de cette extinction civilisationnelle fut l'arrêt quasi total de la construction des mégalithes typiques du néolithique. Peut-être tout simplement parce qu'il n'y avait plus personne pour les ériger. Et pour en rajouter une couche, les gens seraient devenus de plus en plus paranoïaques et la violence généralisée fit son grand retour après une longue période d'accalmie. De nombreuses fosses communes datant d'il y a 5000 ans furent découvertes, contenant aussi bien des civils que des guerriers, et parfois des familles entières. Et en soi, ce n'est pas étonnant, car lors de toutes les épidémies à travers l'histoire, les tensions et violences avaient tendance à augmenter. Ceci aussi bien lors de la peste noire que tout récemment avec ce précieux papier toilette. Et c'est sans compter tous les autres désagréments du néolithique, n'est-ce pas, Exheim? Malheureusement, il est impossible de quantifier la dévastation apportée par cette peste, mais il fut proposé qu'environ 5 millions de personnes auraient péri, ce qui est proportionnellement bien pire que la grippe espagnole en 1918 et la pandémie de sida plus récemment. Toutefois, il y a une minuscule bonne nouvelle. Cette souche ancienne de Yersinia pestis semblait un peu moins contagieuse et létale que la peste noire. Bon, c'est déjà ça. Ce qui est sûr est que les dégâts furent terribles, et dans certains endroits d'Eurasie, les populations humaines mirent des millénaires à se remettre du déclin néolithique. Toutefois, bien que les archéologues s'accordent sur un important déclin démographique à la fin du néolithique, certains affirment que notre petite bactérie n'aurait pas été la cause principale de celui-ci. Pour être plus précis, une autre équipe de chercheurs examina plus de 100 ossements en Allemagne et ils remarquèrent un taux d'infection non pas de 17%, mais plus aux alentours de 1,5 à 5%. Alors c'est toujours très élevé pour une maladie, mais bien loin de l'épidémie ravageant tout sur son passage, et n'aurait donc pas suffi à causer le déclin néolithique. Après, il est aussi possible que certains peuples s'en sortirent mieux que d'autres, ayant des habitudes limitant les risques de contamination, comme, le fait de brûler les corps ou la présence de chats domestiques pour lutter contre les rats. De plus, il est fort probable que ce soit plutôt une combinaison de facteurs différents, mais peut-être liés, qui aurait autant ravagé l'Eurasie. En effet, une hypothèse très intéressante serait le rôle de la peur et notre méfiance des étrangers. Si vous avez vu ma vidéo sur les guerres du néolithique, vous savez que cette époque n'était pas de tout repos, avec un niveau de violence généralisé jamais égalé au sein de notre histoire, ceci visible même dans notre ADN. D'ailleurs, petite précision, le bottleneck de la vidéo précédente et le déclin néolithique sont deux événements bien différents séparés d'environ 2000 ans. Le truc,
c'est que le premier aurait pu créer le contexte pouvant expliquer le désastre du déclin néolithique. Pour échapper aux massacres et aux pillages, les populations auraient eu tendance à former les premières grandes villes, mais peut-être un peu trop vite. Et avec un tel changement dans les modes de vie, le taux de fécondité baissa, tandis que le taux de mortalité augmenta. Après tout, c'est un mode de vie très différent d'avant, et vivre entassés les uns sur les autres n'a pas dû aider pour les maladies. Donc une chose entraînant une autre, la catastrophe était assurée. Une autre hypothèse se basa sur l'impact de l'agriculture, qui certes fit croître les populations au néolithique, mais qui aurait été à double tranchant. En effet, après plusieurs millénaires d'un climat assez chaud et stable, les températures commencèrent à devenir un peu moins clémentes à la fin du néolithique, ce qui aurait impacté les récoltes, entraînant donc des famines à grande échelle. Couplé à tout ça, même si la peste n'était pas la cause principale du déclin néolithique, elle était tout de même bien présente et préleva de très nombreuses vies. Bref, après ces 2 épisodes, je comprends mieux pourquoi on parle assez peu du néolithique. Car entre le génocide d'il y a 7000 ans et la peste d'il y a 5000 ans, c'était vraiment, mais alors vraiment une époque de merde. Allez, merci de votre attention, et on se dit à la prochaine pour un épisode un peu plus joyeux aux eaux perdues.